Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, il y a du stock en calvasse. Ça n'a pas de sens. Il aurait fallu faire un podcast vendredi. Il faudra en faire un de 2 heures aujourd'hui. Mais c'est rien qu'une demi-heure. Fait que si vous voulez le 2 heures au complet ou le pratiquement 2 heures au complet, allez sur Patreon. Je pense que le Patreon va être jam-pack. Ça va être l'enfer. C'est lundi, hein? J'allais dire, d'après moi, il y a une caméra qui cache un bout de l'écran. Ouais, c'est un peu ça. Ça doit être ça l'affaire. Hey, thumbs up à notre commanditaire, notre nouveau commanditaire. Juste avant de commencer, vous le voyez, on a des gilets Ranch Brand sur le dos. C'est pas pour rien. C'est le nouveau sponsor du podcast pour les 3 prochains mois. Écoute, en fin de semaine, je suis allé au party d'employés de ma femme qui était organisé au Ballroom à Saint-Jean-Chrysostome. C'est un bar country. Sérieusement, l'ambiance est malade. Là. On dit que les jeunes sortent plus, tout ça. Pas tant vrai. En tout cas, cette place-là, ça danse. C'est du monde en bas de 30 ans. Là. C'est assez intense. Le country est en feu. Ben, si tu penses que les jeunes sortent plus, c'est parce que t'es pas dans le bon endroit. C'est exactement ça, parce que ce bar-là, man, ça brasse pour de vrai. Puis, évidemment, c'est une ambiance country, fait que du linge de Ranch Brand, on en a vu là en masse. Fait que je suis quand même assez content de les avoir comme sponsor, je te dirais. Non, vraiment, là. Fait que, tu sais, bref, c'est ça. C'est notre commanditaire, ils font de tout. Des hoodies, des t-shirts, des casquettes. Là, on pouvait pas tout mettre le linge one shot, là, mais il était assez... Le boss était assez smart pour nous envoyer du stock. Fait que vraiment content. Il y a des trucs de qualité. Et pour répondre à la question que tout le monde se pose, il y en a pour toutes les tailles. Il y en a même qui me font. Fait que c'est ça. Il y a du linge pour petit, pour moyen, pour baquette. Il y en a pour toutes les catégories. Il n'y a pas de problème avec ça. Non, c'est ça. Grosse fin de semaine d'actualité en fin de semaine. On dirait que ça pétait de partout. Hier, je regardais, je voyais... hier, je vois ça passer hier matin sur Twitter. Une espèce de... Les politiciens, des fois, ils ont des drôles de manières de faire des statements. Je vois ça passer hier sur Twitter, un genre de vidéo de Ron DeSantis. Puis là, je commence à checker ça. C'est quoi cette affaire-là? Une espèce de vidéo un peu... une espèce de vidéo un peu weird avec un titre un peu énigmatique. Là. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Winston Churchill. Là, tu dis, OK, la quote de Churchill, toute la patente. Fait que là, j'écoute un petit bout. The warmth of being home is a reminder why I've chosen public service. From joining the United States Navy and serving in Iraq, to representing the people in the U.S. Congress, and now serving as governor of Florida. And it reminds me why I decided to run for president, to fight for those who have been forgotten in this country. This is America's time for choosing. We can choose to allow a border invasion, or we can choose to stop it. We can choose reckless borrowing and spending, or we can choose to limit government and lower inflation. We can choose political indoctrination. Fait que là, tu sais, j'écoute ça, ça dure 4 minutes 33, tu sais. Tu sais pas où ce qui s'en va. C'est ça, on sait pas trop où ce qui s'en va, puis finalement, je le ferai pas jouer au complet parce que je ne m'écouterai pas une vidéo de 4 minutes et demie de DeSantis qui fait son prêchi-prêcha. Mais finalement, la vidéo se termine avec lui qui dit c'est pourquoi je me retire de la course et je supporte Donald Trump. Fait que grosso modo, là, à toute fin pratique, c'est fini. Là, Richard et tu vas me dire ouais, mais Nikki Haley, là, puis elle a encore des chances, elle va battre Trump au New Hampshire. C'est la démocrate qui se présente pour les républicains. Mais à toute fin pratique, c'est fini. Là. La primaire n'aura pas été longue. Là. C'est genre poup! Une primaire, bang, c'est fini. En tout cas, c'était prévisible quand même un peu. Je pensais qu'elle allait s'accrocher plus longtemps que ça, par exemple. Ben, en même temps, s'il s'accrochait, j'ai l'impression qu'il aurait sorti magané de ça. Tu sais, Trump, il aurait été écœuré de niaiser avec lui à un moment donné, puis il l'aurait sali. Tandis que là, tu sais, il sort de la course, puis il est encore capable de se représenter la prochaine fois. Là. Tu sais, il n'est pas...
il sort relativement indemne. Il n'a pas eu l'attraction qu'il aurait voulu. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois intelligent là-dedans. Il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas. Puis que le bulldozer, l'autre bord, il est en train de passer de toute façon. Mais man, on s'en va techniquement, réellement vers Biden-Trump, là. À moins d'une grosse surprise du côté démocrate, ce qui serait vraiment spécial. Non, c'est sûr. Ça n'arrivera pas. Là. Hey, mais tu sais, je me suis amusé un peu à sortir mes livres d'actuariat un peu en fin de semaine. Oui, j'ai vu ça, les tables de mortalité, toi, chose, en fin de semaine. Ben, c'est parce que le monde sont là. Ils disent, ouais, tabarnache, il y en a un qui a 77 ans, l'autre en a 81. Il va-tu avoir vraiment Trump versus Biden 2.0? Puis j'étais là, bon, calculer la probabilité de ça. Moi, tu sais, j'étais allé chercher la probabilité de décès des deux. Grosso modo, je vais vous simplifier ça, mais Biden, sa probabilité de décès dans l'année est à peu près de 7%, puis celle de Trump, c'est 4% pour les 12 prochains mois. Fait que la probabilité qu'il y en ait un des deux qui meurt, ou les deux, qui n'est pas impossible, est environ de 12% quand tu fais les calculs. Là, tu es là, 12%. Crime, on est à 1 sur 8 à peu près. Là. Une chance sur 8 qu'un des deux contestants dans les 12 prochains mois soit plus là. Pour cause de décès. Là. Bon, on peut débattre, peut-être qu'ils sont plus en santé que la moyenne générale. Là. Les gens vont dire, ben, t'es-tu sûr pour ça pour Biden? Non, je suis pas sûr de ça pour Biden. Mais Christy, man, c'est une gérontocratie. Là. C'est 77 ans versus 81 ans. Les deux se présentent pour l'élection, puis c'est ça votre choix. Ben, c'est parce que si vous allez dans un foyer de personnes âgées du Québec, aujourd'hui, les RPA, il y a beaucoup de monde de cet âge-là qui sont en foyer. Ça n'a plus de maison, ça n'a plus d'appartement, puis ça se berce, ça joue au bridge, puis eux autres, ils essaient de gérer la plus grande puissance mondiale. C'est quand même... Bon, gérer, c'est tel que tel. Est-ce que Biden gère quelque chose? Ça, on n'est pas sûr. J'ai vu une clip de lui, par exemple, qui me fait rire. Je ne l'ai pas sous la main, là, mais il fait une allocution là, à Maison-Blanche, puis il y a une chaise qui tombe dans le background ou quelqu'un qui fait tomber de quoi. Puis là, Biden se lève la tête puis il dit Are you okay? Puis là, t'entends la personne dire de quoi, mais tu comprends pas. Puis après ça, il dit I just want to sure the media doesn't think it was me. Je l'ai trouvé bon. Je dis, OK, il reste quand même un petit... il est encore allumé. Il reste un petit quelque chose. Ou bien la personne qui parle dans l'oreillette est vite sur le piton. Là. Ça, on ne le sait pas. Là. Mais c'est ça. Fait que DeSantis se retire. Ça laisse Donald Trump face à Nikki Haley. Nikki Haley qui est une ancienne hein, de l'administration Trump. Là. Peu de monde le mentionne. En fait, elle avait été nommée genre comme aux Nations Unies. Là. Genre la déléguée du gouvernement aux Nations Unies, quelque chose de même. Elle a fait 18 mois, puis elle s'est retirée ou on l'a retirée en lui disant qu'elle pouvait dire qu'elle se retirait pour préserver son honneur. Il faudrait les détails de tout ça, je ne m'en souviens plus exactement. Là. Mais bref, elle était dans l'administration Trump. By the way, les médias québécois qui vous disent que elle, c'est une modérée et tout ça, le jour où c'est elle qui serait choisie dans un monde hypothétique, ils vont vous dire que c'est une cinglée. Vous avez juste à lire son Wikipédia où on nous dit qu'elle est contre l'avortement, contre le mariage gay, tout ça. Là. Faites-vous pas avoir là, que si, en pensant que, ouais, mais mettons que les républicains choisissaient quelqu'un d'autre, Richard Latendresse dirait moins de mal des États-Unis. Non. Puis là, on les a vus, les articles de Richard Etu là, qui disaient ben là, Trump et Haley sont au coude à coude au New Hampshire, ça va être tête, tout ça. Rappelle-nous un peu, au New Hampshire, les démocrates ont le droit de voter pour la primaire républicaine. Ben, en fait, au New Hampshire, ils appellent ça semi-fermé. Fait que les règles, en fait, c'est que ça, dans l'Iowa, je pense que tu dois absolument avoir ta carte du parti. Dans l'autre, il faudrait vérifier les règles. Là, OK. Mais il y en a une qui est ouverte aux démocrates. C'est pas le New Hampshire, c'est la Caroline du Sud, je pense. Ah, OK. Ah, puis New Hampshire. Ça peut être les indépendants, dans le fond. Primary. OK, je pense que j'ai les réponses ici. An undeclared voter may vote in a state primary or a presidential primary. You will be required to choose either a Democratic or Republican ballot when you go to vote. OK, autrement dit, c'est la primaire autant des républicains que des démocrates. Et tu dois choisir dans quel ballot que tu veux voter. OK, ouais, je comprends. Mais techniquement, si tu as le goût de voter pour la primaire de ton adversaire, tu as le droit. Tu n'es pas obligé d'être un membre du Parti républicain.
C'est ça. C'est exactement ça. Mais tu sais, dans n'importe quelle course et dans n'importe quelle primaire, le candidat qui gagne pas tous les États. Là. Obama, il n'a pas gagné tous les États. Trump, la première fois non plus. Clinton a failli se faire défoncer par le monsieur avec les mitaines. C'est vraiment même ça. Tu arrives, tu te pointes au New Hampshire, tu veux voter. Il n'y a pas vraiment de course du côté démocrate. Fait que si tu veux, même si tu es démocrate au plus profond de toi-même, si tu veux prendre un bulletin de vote républicain puis aller voter, tu as le droit. Grosso modo. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, c'est un peu ça pour la mécanique interne. Évidemment, on n'est pas des spécialistes de ce truc-là. Personne ne l'est au Québec, en fait, là, honnêtement. Là, c'est extrêmement compliqué, la politique américaine et la mécanique même. Là, on est rendu... C'est comme si tu demandais à un Américain, est-ce que tu sais comment marche la nomination de candidats de Québec solidaire dans le comté de Jean Talon? Je veux dire, ils ne savent même pas c'est où le Québec. Là. Fait que, vous comprenez qu'on est rendu dans la boutique interne vraiment profonde de la politique américaine. Là. C'est même plus pertinent. Mais ça m'intéresse de le lire. Oui. Puis peut-être qu'on enlèvera ce bout-là pour le gros show. Là. C'est plus pour nos Patreons qu'on a fait ce bout-là, je pense. Là. Mais c'est ça. Si, mettons, tu es un membre démocrate, tu n'as pas le droit. Si tu es un membre démocrate, il faut que tu votes pour le démocrate. Okay. Si tu es indépendant, donc parce que tu t'enregistres carrément, est-ce que je suis républicain, démocrate ou indépendant au directeur de scrutin. C'est quelque chose qui n'existe pas au Québec. Si tu es indépendant, par contre, tu vas avoir le choix du bulletin de vote que tu veux utiliser, mais tu n'en as rien qu'un. Fait que c'est à toi de décider. Fait que l'indépendant peut choisir. Fait que c'est pas un démocrate qui peut aller voter pour les républicains. Il faut réellement que tu sois indépendant. Mais tu as le droit de changer ton affiliation aussi avant d'y aller. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça. Bref, DeSantis est out. La course sera maintenant entre Donald Trump et Nikki Haley. Si course il y a, vous comprendrez que c'est... vous comprendrez que les jeux commencent à être faits pas mal. Là. Ben oui. Parlant de jeux qui sont faits, écoute, il faut que je mette à l'écran le tweet qui a fait complètement déraper les politiciens québécois en fin de semaine. Je vais vous mettre ça à l'écran dans un instant. Je l'ai ici. Ça me prend le bon, là, parce qu'il y en a fait vraiment plusieurs. Pierre Poilievre. Je l'ai ici. Ça a été vraiment magique, cette affaire-là, parce que l'histoire avec Pierre Poilievre, les problèmes de logement, c'est pas nouveau. Là, dans le sens que, premièrement, ça fait des années que ça dure. Deuxièmement, il y a de la documentation. Ça a été attaqué sur toutes sortes d'angles par toutes sortes de journalistes. Jamais avec les bons angles, généralement. Là, il y avait une traction qui pognait un peu côté immigration. On sentait un peu dans les médias que ça s'en venait. Mais personne ne parle jamais de réglementation. Personne ne parle jamais de surtaxation. Personne ne parle jamais des politiciens, autrement dit, ou de la job des gouvernants. Puis nous autres, c'est quelque chose qu'on parle depuis longtemps. Je veux dire, on est à combien de podcasts dans le trio économique sur ce sujet-là? C'est rendu débile, plus ceux-là avec Pierre Desrochers, et ainsi de suite. Fait que, exact. Nous autres, on est là, il est là le problème, il est là le problème. Tout le monde fait comme ça. Non, il n'y en a pas de problème, il n'y en a pas de problème. On sentait que Poilievre l'avait ciblé, ce problème-là, depuis longtemps, parce que quand il parlait des gatekeepers dans ses premières vidéos, il y a même un an et demi. C'est deux autres qui parlent. C'est deux autres qui parlaient, les gatekeepers. Puis, il avait jamais attaqué le problème de front. Mais tu es là, tu dis, tout le matériel intellectuel pour discuter du problème de fond en comble est sa table depuis plus qu'un an. Là. Absolument. Tout est sa table. Personne n'en parle jamais. Il a prononcé un mot qui a tagué à 2 personnes, et là, les Québécois sont devenus émotifs, et là, on en parle. Et là, c'est le débat, et là, ça pitch la boîte d'un bord et de l'autre, et là, tu dis... Ben, les Québécois. Les médias québécois. Ouais, les médias québécois. Mais t'es là, tu dis, Christy, vous capotez parce qu'il a traité Plante et Bruno Marchand d'incompétents, mais vous vouliez pas parler de ce foutu sujet-là avant qu'il le fasse. Vous faisiez tout pour pas en parler. Non, puis, tu sais, en ce moment, avec le logement, je te l'ai dit en fin de semaine, il se passe exactement la même chose qu'avec l'inflation. Ah oui. Poilievre arrive, tape sur le clou. C'est quoi, là, c'est quoi la réaction de tout le monde? Le problème, c'est pas le clou, c'est le coup de marteau. Ben oui. Ah, et puis, qu'est-ce qu'il fait là, lui, à remettre en question l'indépendance de la Banque du Canada? Il attaque les institutions, mini-Trump, blablabla. 6 mois plus tard, 1 an plus tard,
PSPP commence à dire, là, il faudrait que Legault puis Doug Ford, tous se mettent ensemble pour demander à la Banque du Canada de ne pas remonter encore les taux. Puis, puis je me souviens très bien de la clip, il a dit textuellement, ça prend pas un diplôme universitaire en économie pour comprendre que quand on inondait le marché d'argent, ça allait créer de l'inflation. Oui. Non, ça prenait pas un cours en économie, ça prenait juste 2 ans plus tard. Ouais, puis ça prenait peut-être une paire de couilles que plusieurs n'avaient pas. C'est ça. Fait que bref, tout le monde sait maintenant, tous ceux qui ont autre chose qu'un pâté au saumon dans la tête, tous ces gens-là comprennent maintenant que l'inflation, c'était pas les chaînes d'approvisionnement en Chine, puis je ne sais plus trop quelle autre niaiserie, ou la greed de métro, c'est la politique monétaire qu'ont mené les pays occidentaux pendant le confinement et les mois qui s'en sont suivis, à imprimer de l'argent pour donner des subventions salariales aux entreprises qui payent le salaire du monde, puis tous les programmes. Il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Fait que là, qu'est-ce qui arrive avec l'inflation? L'inflation s'est calmée, donc ça devient un enjeu qui est important, mais qui perd en importance dans l'ordre de priorité. Exact. Sauf que là, l'inflation, elle diminue, mais elle ne retourne pas dans le négatif. Là. Il n'y a pas de déflation. Elle arrête d'augmenter trop vite. Non. Mais elle reste là. Fait que tout ça pour dire que. Et puis plus que ça, Frank. Dans tous les éléments clés de l'inflation, il reste un élément qui la tire vraiment par en haut, et c'est les loyers et les hypothèques. Ben oui, exactement. Donc, ben oui, parce que tout ça est relié. Donc là, Poilievre, il met le doigt sur quoi? Il met le doigt sur le fait que les gatekeepers, donc les bureaucrates, les maires, les dirigeants de tous ceux qui s'occupent du zonage, puis les politiciens qui sont impliqués là-dedans, les permis, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils empêchent d'augmenter l'offre de logement. En augmentant l'offre, en empêchant que l'offre augmente, en même temps que tu fais diminuer, en même temps que tu augmentes la demande pour toutes sortes de raisons, que ce soit l'immigration, mais que ce soit aussi la migration interrégionale, parce qu'il y a du monde qui part des régions, venir dans les villes, etc. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, tu as un déséquilibre entre les deux. Donc, les prix, ça crée une rareté, ça crée un problème. Puis on l'a vu avec Gilles Ozo dans un podcast du trio, l'itinérance est directement reliée à un problème de logement. Oui, il y a la santé mentale, la drogue, tout ça, mais en général, ça vient en deuxième. Les situations d'itinérance là, sont toujours reliées avec une pénurie ou une rareté dans l'accessibilité à avoir un toit sur la tête. Donc, tout ça pour dire que Poilievre a sorti ce tweet-là qui a fait dérailler complètement, juste le mettre comme ça on voit mieux, qui a fait complètement dérailler la politique en fin de semaine. Chute massive de la construction au Québec, tandis que Trudeau verse des milliards aux maires incompétents, Marchand et Plante, qui bloquent des chantiers. L'argent fédéral pour les villes sera lié au nombre de maisons et d'appartements bâtis quand je serai PM. Et là, il cite un propos d'un monsieur qui est passé ici, à Radio-Canada, qui dit « Au Québec, jamais il ne s'est construit si peu de maisons depuis 1955, soit l'année où on a commencé à collecter les données. » Puis tu sais, ce qui est important dans son tweet, c'est pas le tweet en soi. C'est la préparation qu'il y avait derrière. Hey man, si c'est juste dire aux gens, 610 000 vues, ce tweet-là, pour un tweet en français au Québec, c'est énorme. Là. Puis quand je dis qu'il y avait de la préparation derrière, c'est qu'après ce tweet-là, la marde de poignée, évidemment, et les réponses étaient quand même préparées. Donc, on a sorti l'article de l'IADM, par exemple, qui disait que depuis 2017-2018, quelque chose comme ça, il y avait 25 000 unités qui avaient été refusées ou qui avaient été retardées par la Ville de Montréal. Ensuite de ça, il y avait une rencontre avec William Trudel à Québec, avec Nouveau Info, qui montrait carrément les difficultés qu'un entrepreneur en loyer pouvait avoir. Quand je dis que tout était préparé, c'est que les réponses étaient préparées à ces maires-là qui ont pété une note à toute fin pratique. Et ils étaient prêts. Les maires ont réagi de façon émotive. Lui a réagi avec des chiffres, avec des graphiques, avec des assertions. Il y avait des gens qui ont intervenu dans les médias. Et c'était pas la première fois qu'ils faisaient ça. Les gens pensent que pour qui se prend d'attaquer des maires, des mairesses, oui, mais si vous surveillez un peu la politique canadienne depuis quelques mois, là,
C'est pas la première fois qu'ils s'en prenaient aux élus municipaux de cette façon-là dans d'autres provinces. Là. Ben non. Tu sais, je veux dire, Si tu fouilles dans les tweets, c'est parce qu'il y en a en anglais. On sait que les médias québécois puis l'anglais, c'est pas facile. Là. mais tu sais, je veux dire, tout était prévisible. Là. On le voyait aller depuis un bout, puis là, il y avait une province qui refusait d'embarquer dans le bandwagon conservateur, mais c'était une province qui n'avait pas subi encore la méthode Pierre Poilievre. Puis, il y a appliqué ce qu'il a fait ailleurs. Il est en train de faire des gains présentement au centre-ville de Toronto. Pensez-y, là. Un château fort libéral est en train de s'écrouler au centre-ville de Toronto. Les jeunes sont en train de voter Pierre Poilievre. Les jeunes, là, du genre de 18-34 ans, là, sont en train de voter pour Pierre Poilievre. Absolument. Parce que c'est leur enjeu. Vous pensez que le Québec allait y échapper? Mais non, il vient faire la même affaire ici qu'il a fait dans les autres provinces. Vous ne pouvez pas tomber des nues. Ben non. C'était évident que ça allait arriver. Là. Puis là, le problème pour les maires, parce que là, écoute, je vous lirai pas tous les commentaires, là, mais là, Bono Marchand a répondu, Valérie Plante a répondu, au lieu de nous traiter d'incompétents, vous devriez comprendre notre réalité, puis c'est pas de notre faute, puis c'est le provincial, puis c'est le fédéral, puis c'est ici, puis c'est ça. C'est un problème de revenus. Hein? Oui, c'est jamais de la faute de personne là-dedans. Mais là, le problème, c'est que quand c'est Poilievre ou les méchants de l'Institut économique de Montréal qui le disent, c'est problématique. Sauf que là, c'est même l'APCHQ qui le dit. Donc, l'APCHQ dénombre plus de 25 000 unités d'habitation bloquées au Québec. Hey, c'est beaucoup de monde. Là. Tu peux loger quasiment 100 000 personnes avec ça. Là. Ça, c'est en un an en passant. Pour la ville de Montréal, on sait que c'est à peu près ce nombre-là depuis 2017. Ça, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est ce qu'on voit. Parce qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Ce qu'on voit pas, c'est des gens qui ont de l'argent dans leur poche, qui, normalement, si on était une province sur le sens du monde, ces gens-là seraient des investisseurs immobiliers. Ben oui. Mais ces gens-là décident de ne pas faire d'investissement immobilier parce que c'est trop compliqué. Les locataires ont trop de pouvoir. Puis, tu es dans une situation où tu n'es pas sûr que tu es capable de préserver la valeur de ce que tu vas construire. Tu n'es pas sûr que ça vaut la peine de mettre de l'argent en entretien. Puis, tu n'es même pas sûr si tu vas avoir tes cristis de permis si tu essaies de construire. Fait qu'il y a des gens qui, normalement, ils ont la configuration financière pour être des investisseurs immobiliers et ils ne mettent pas une crise de scène là-dedans parce que c'est l'asile, ce monde-là. Point final, là. Ben oui, c'est absolument. Et là, la SCHL aussi est rentrée dans la question avec les chiffres suivants. Ça, c'est les sources de la SCHL. Qu'est-ce qui s'est passé à Montréal dans l'année 2023? Je le dis parce qu'il y a du monde juste en audio. Là. Hausse de la population de 95 159 personnes. Ça représente 5,3 % de hausse. Là, tu dis, ben, ces 95 000 personnes-là, ils ne resteront pas toutes en dessous d'un viaduc ou dans un gymnase désaffecté pour sans-abri. Il faut falloir qu'ils vivent quelque part. Les mises en chantier à Montréal, il y en a eu 7 705. Ça représente moins 26 % par rapport à ce qui doit être fait. Là, en fait, par rapport à l'année d'avant. C'est sûr que les gens vont arriver et vont dire ouais, il y a un contexte économique, les taux d'intérêt ont monté, fait que c'est sûr que ça l'amène moins de mise en chantier de ce côté-là. Ouais, mais attends une minute, là. Justement, les taux d'intérêt ont monté. Le politicien qui bloque des projets depuis 2 ans ou 3 ans parce que ben, on aimerait ci, puis on aimerait ça, puis on n'est pas d'accord avec ci, puis je pense que tu ne devrais pas avoir autant d'étages, blablabla. Ça fait en sorte que l'entrepreneur est obligé de faire son projet 2 ans puis 3 ans plus tard, puis qu'il est obligé d'emprunter un taux d'intérêt plus élevé. Ça se peut-tu que l'entrepreneur abandonne son projet? Mais que ce projet-là aurait été fait s'il avait été capable d'être fait dans les temps avec les taux d'intérêt qu'on avait à l'époque. Fait que oui, il y a un contexte de taux d'intérêt, mais Christy, il y a plus que ça aussi. C'est une catastrophe retarder des projets. Puis écoute, j'ai une histoire dans le bout de l'Estrie qui me fait capoter. J'avais un entrepreneur là, qui voulait se construire un bureau. Puis il était, lui, son objectif, là, c'est il a acheté un terrain, c'est un grand terrain, un beau terrain, une petite place qui coûte pas cher. C'est vraiment une petite municipalité. Fait que, il pensait que ce serait simple. Fait que là, il arrive, fait ses plans, accepte ça avec l'urbaniste. Là, on parle même pas de Valérie Plante puis Bruno Marchand. L'urbaniste accepte, tout le monde est d'accord avec ça. Let's go, on va de l'avant. Le projet est simple. Une petite bâtisse commerciale à peu près de 100 par 20 ou 100 par 40, quelque chose comme ça. Là, ça passe au conseil d'administration pas le conseil d'administration, mais le conseil municipal pour approuver les changements de règlement et tout ça.
Ah, on n'est pas d'accord. On refuse. Ils ont refusé son projet. Là, lui, voyons, tabarnak, je refuse. Pourquoi vous refusez le projet? Ah, ben là, ce sera pas beau. Là. La bâtisse n'est pas assez grande par rapport à la grosseur du terrain. Ça prendrait une genre de 100 par 100 ou quelque chose comme ça. Il faut que tu revoies tes plans. Il faut que tu fasses une plus grosse bâtisse. Il dit, j'ai pas le goût de faire une plus grosse bâtisse. J'ai pas besoin d'une plus grosse bâtisse. J'ai un beau terrain. Le terrain est bien situé. J'ai acheté le terrain. Le terrain est à moi. Je veux faire ce type de bâtisse-là parce que c'est ça que j'ai besoin. Puis éventuellement, si j'ai besoin d'agrandissement de mon entreprise dans le futur, peut-être, mais pas là. Non, il dit, on refuse son projet, la bâtisse n'est pas assez grosse. Oh ben, il dit, sacrément. Il a acheté son voisin. Il a acheté son voisin qui avait déjà une bâtisse dessus. Il a sacré son bureau dans cette bâtisse-là, puis il a conservé le terrain à côté. Puis il dit, mais sacrément, il ne se construira plus rien sur ce terrain-là tant aussi longtemps que je vais vivre, esti. Ah ouais, c'est cool. J'aurais fait pareil. Ben, il y avait la possibilité d'avoir des taxes municipales supplémentaires et tout. Là. Il y aurait eu une nouvelle bâtisse dans la ville, ça aurait dynamisé le village, là, ça aurait été correct. Là. Mais non, mais des bâtons dans les roues, on n'est pas d'accord. T'es qui, toi, pour dire que t'es pas d'accord? L'urbaniste était d'accord. Hey, c'est déjà dur de convaincre un urbaniste. Là. T'es qui, toi, le clown, sur le conseil municipal pour refuser le projet? Mais là, elle, Valérie Plante, parce que Bruno Marchand, il a réagi. Mais bon, somme toute en disant que ça n'avait pas de bon sens à dire ça. Lui, il a dit que Pierre Poilievre est un politicien infâme qui ne méritait pas d'être élu. Ah oui, ça, c'est bon, ça. Mais par contre, lui, il ne peut pas se faire traiter d'incompétent. Mais ça, c'est drôle, hein, parce que... Il est tellement compétent qu'il manœuvre un projet sur lequel il n'y a aucun consortium qui a voulu bider. Mais Chris, il ne faudrait surtout pas dire qu'il est incompétent, ce gars-là. Mais ça a été la chose la plus tripante de la fin de semaine. C'est que là, tout le monde a déchiré sa chemise sur le mot incompétent, qui est somme toute une insulte assez soft. Là. Surtout quand tu la bacs avec des chiffres, tu as des preuves que côté développement urbain, c'est pas votre force. Ben oui. Je vais y venir dans un instant à ça, mais juste avant, d'un, ce que Pierre Poilievre dit, c'est vrai. Et non seulement c'est vrai, ces mêmes politiciens-là s'en sont vantés de ce qu'ils font. OK? Non seulement, entre autres, Québec solidaire s'était vanté à Québec d'avoir empêché le dézonage des terres des Sœurs de la Charité pour construire des logements et des maisons là-dessus en disant que ça faisait de l'étalement urbain. Donc, ils sont fiers de dire qu'ils bloquent des projets de construction, donc ils font diminuer l'offre, donc augmenter les prix ou en tout cas augmenter la rareté. Ça, c'est sûr. Ils s'en sont vantés. Et Valérie Plante elle-même, voici ce qu'elle avait à nous dire il n'y a pas si longtemps. J'ai pris la décision de stopper, d'arrêter un projet immobilier qui aurait détruit les derniers grands espaces verts de Montréal et qui aurait encouragé la venue d'à peu près 10 000 voitures. J'ai pris la décision. Fait que Madame Plante... Elle parle à la française, hein, celle-là. Oh, je sais pas, ça donne un genre. C'est parce qu'elle est dans un truc international. Là. Ah, OK. Fait que ça, c'est le typique québécois un peu colonisé. Là. Faut que je me mette la bouche en cul de poule parce que les Français ne me comprendront pas. On les salue. Mais tout ça pour dire qu'elle se vantait, parce que là, le sujet, c'est parce que le problème, c'est qu'eux autres, là, ils ont plein de thèmes contradictoires. Là, il faut qu'ils fassent la guerre à l'auto. Fait que pour faire la guerre à l'auto, on va empêcher la construction de maisons puis de logements dans certains coins, tu comprends? Comme ça va empêcher le monde qui vivent là, vu qu'ils ont des chars, de venir. Puis là, 5 minutes après, ils se rendent compte que Chris, il manque de logement puis de maison. Oups! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il va falloir que je backtrack là-dessus. Fait qu'ils sont constamment en train de faire le contraire d'une chose parce qu'ils veulent... En fait, c'est des gens qui n'ont aucune vision globale. Leur but, c'est de bouffer à tous les sujets qui sont à la mode. Et là, bref, ça, c'est Valérie Plante. Mais, bref, ouais, c'est ça. Faisons jouer le truc à Québec parce que ça, c'était pour Montréal. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais on en passera peut-être plus dans le Patreon. Ah, c'est sûr, on s'en va sur Patreon avec tout le stock. Là. Mais juste pour dire, ça, c'est ce qui s'est passé à Québec. Donc, Poilievre est allé rencontrer le groupe Trudel, donc qui a acheté le centre d'achat Fleur de Lys, puis qui a un gros projet immobilier là-dedans avec toutes sortes de logements différents. Là, dont du logement social. Dont du logement social, de ce que je comprends. Fait que, bref, il y a un gros... il y avait un gros potentiel sur ce chantier-là. Ça ne sera pas long, je vais vous l'ouvrir. Je l'ai ici, on y va. Donc, il y a un gros potentiel pour ce chantier-là, mais malheureusement, ça fait des années
qu'ils attendent les permis pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc, voici l'extrait de la conversation. On a annoncé il y a plusieurs années, juste ici à côté de nous, qu'on a réservé une super parcelle de terrain pour construire 250 logements sociaux. Ça fait des années qu'on est prêt à construire. Nos équipes de construction sont ici à côté de vous aujourd'hui. C'est la paperasse, le problème. Si notre vie était aussi simple que les 12 travaux d'Astérix, je serais très heureux. Il a dit que, est-ce que je peux partager des chiffres? Oui. Le 500 $. Il a dit que le taxe et la paperasse ajoutent 500 $ de loyer mensuel. Donc 500 $ que quelqu'un paye pour leur appartement chaque mois, c'est pour la paperasse et les taxes des gouvernements. Donc c'est à nous à réduire ce coût-là pour permettre des gens d'avoir des appartements abordables. Donc, toujours une bonne idée là, de filmer quand il y a un truc qui recule en arrière, là, mais bref. Mais c'est pas des journalistes professionnels, ça? Juste comme ça, là, comment ça que tu prends pas une pause, tu refais une clip, puis tu fais ton montage après? Non, je sais pas. Moi, j'ai entendu dire que c'est des professionnels, ces gens-là. Là. Ouais, nous autres, on est des petits coins sur Internet, mais eux autres, c'est des professionnels. Oui. Mais tout ça pour dire que vous avez compris ce que le gars dit. Il dit on a un projet de construire 250 logements sociaux. Puis il y a d'autres affaires aussi qui n'est pas mentionné là-dedans, d'autres types de logements. Ça fait des années qu'on attend pour avoir les permis. Et by the way, il n'y a pas encore un logement de louer, mais sachez que sur chaque logement, 500 $ du montant que vous allez payer, ça sert juste à payer la paperasse et les taxes chargées par le gouvernement. Là, on ne parle pas du prêt, on ne parle pas de rien là-dedans. Là. Frank, on s'en va sur Patreon. Si cette discussion-là vous intéresse, vous en voulez plus. Il y a du José Legault qui s'en vient. Là. Il nous reste 1h15 de show. Venez nous retrouver sur Patreon. Si vous ne voulez pas payer tout de suite, il y a 7 jours gratuits. Cherchez un peu sur le site, vous allez trouver ça. 7 jours gratuits au Patreon de Yann et Frank. Vous allez être capable d'avoir le reste de la discussion. 1h15 s'en vient, puis on va avoir du fun.